Bonjour tout le monde et merci d'être présent pour un nouveau podcast d'Ingénieurs sans frontières. Je suis Elliot, étudiant en doctorat en génie logiciel à l'ETS et président de la section d'ISF de l'ETS. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Jamel Yen. Jamel, comment vas-tu? Je vais super bien, toi? Ça va super, merci. Super. On va avoir pas mal de sujets qu'on va voir aujourd'hui, mais avant tout, est-ce que ce serait possible de te présenter un peu pour les gens qui nous écoutent, d'où tu viens, ton parcours académique et qu'est-ce que tu fais en ce moment? Donc, bonjour tout le monde, bonjour Elliot. Donc, je suis Jamel Yen, je viens du Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, et je suis allé au Québec en 2017, donc ça fait 8 ans maintenant, pour des études de biologie. Et par la suite, j'ai poursuivi en bioinformatique et en mathématiques. Et là, je suis étudiant en maîtrise en génie de l'environnement à l'ETS. Super. Euh, pour parler un peu de tes études, toujours intéressant de savoir, est-ce que ça fait longtemps que tu avais envie de faire ça? Déjà la biologie, puis une maîtrise, même aller dans la recherche ou dans les projets, ça fait longtemps que tu as ce choix-là? Oui, absolument. En fait, j'ai grandi auprès de parents scientifiques. Ok. Donc, mon père est agronome et ma mère est philosophe. Et aussi, il possède une association, en fait, une association qui distribue des livres usagés acquis en France, notamment, pour certaines régions défavorisées du Burkina Faso. Fait que, et ces livres-là, on les stockait à la maison. Ok. Fait que j'avais accès à une quantité importante de bouquins, notamment scientifiques. Et ça, je pense que ça a forgé en fait l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, je lisais la révolution industrielle. Ça me faisait rêver. Je lisais beaucoup sur l'aviation. Et en fait, toutes ces lectures-là ont aiguisé, en tout cas, ont nourri en moi cette ambition finalement scientifique. Et le Québec, simplement parce que j'avais entendu dire que la qualité de l'enseignement ici était vraiment optimale, mais pas que la logistique aussi y était. Les laboratoires sont bien équipés, la recherche est valorisée finalement. Et ça, avec le soutien parental, ben, ce projet-là a été concrétisé. Super. Bah, c'est déjà un beau parcours. C'est bien de voir que ça prend ses racines dans l'enfance. Certaines personnes, c'est comme ça. Pour parler un peu, que là, tu parlais à la différence au Québec et peut-être le Burkina Faso. Est-ce que plus tard, toi, tu dois retourner travailler au Burkina Faso? Tu préfères rester un petit temps au Québec? Ou tu sais peut-être pas encore, c'est possible aussi. Actuellement, dans ma conception des choses, je me vois plus comme un pont. Ok. Donc, je suis à la fois au Québec et au Burkina. Je me sens bien au Québec. J'ai plusieurs projets en cours de développement au Québec, mais ce sont des projets qui auront un impact au Burkina Faso et en Afrique aussi, à la fois au Québec et au Burkina Faso. Donc, pour le moment, je me vois rester ici, bâtir quelque chose ici, avec des solutions, notamment pour l'Afrique. En parlant justement de ces solutions, est-ce que le projet Aquapure Analytics, c'est une de ces solutions qui pourrait s'exporter? Avant ça, qu'est-ce que c'est ce projet, peut-être Aquapure Analytics? Tu peux nous en parler un peu? D'accord. Ben, pour faire simple, Aquapure Analytics, c'est une solution qui associe des capteurs qui vont prélever différents paramètres, donc des capteurs multiparamètres. Et ensuite, ces données seront analysées par une IA. Et ensuite, des prédictions seront faites et la visualisation se fera via des plateformes intuitives pour faciliter la compréhension. Parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, notamment moi en biologie, la donnée, généralement, elle est accessible, mais l'interprétation, elle n'est pas évidente. Et la plupart des outils agrègent la donnée sans pour autant l'interpréter. Donc, ça fait que, habituellement, on fait face à une grande quantité de données sans savoir quoi faire. Notamment lorsqu'on est opérateur minier, par exemple, ou en tout cas, lorsqu'on travaille dans une manufacture, c'est pas évident. Et mon objectif derrière, c'était vraiment de l'acquérir d'abord cette donnée, mais aussi de l'interpréter finalement pour faciliter la prise de décision. Donc c'est sûr que oui, effectivement, c'est un projet qui peut s'appliquer en Afrique. D'ailleurs, j'ai été contacté par le ministère de l'Agriculture il n'y a pas très longtemps pour un projet dans la pisciculture, utilisant justement quelques aspects de la solution. Ah, super. Oui. Et donc vraiment déjà super projet. On voit que ça peut vraiment scale et aller dans plein d'autres endroits, comme tu l'as dit. C'est vraiment quelque chose de mondial. Pour revenir à la jeunesse du projet, tu parlais donc de l'accepter à la donnée. On sait que c'est vraiment la donnée, c'est presque un peu le nouvel or, on va dire. Tout le monde en veut, etc. Où est-ce que les données, les premières données que tu as utilisées, tu allais les chercher? Où est-ce que tu as eu accès à celles-là? D'accord. Donc déjà, peut-être revenir un peu sur la genèse du projet. Donc, initialement, j'avais déjà l'idée du projet m'est venue suite à une conférence sur le concours Aqua Hacking.
Donc, c'est un concours qui réunit de jeunes innovateurs pour la cause de l'eau notamment. C'est une cause qui me parlait. Et en discutant avec un prof durant un cours, on s'est rendu compte du problème en fait d'acquisition de certaines données comme celles liées aux métaux lourds. Et à travers mes recherches, j'ai contacté aussi d'autres chercheurs, notamment de l'ETS. On s'est rendu compte que les capteurs spécifiques, donc les capteurs qui mesurent le cuivre par exemple, ne sont pas très fiables et coûtent très cher, souvent $30,000 le capteur. Okay. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y a certaines industries minières qui utilisaient des données parallèles, donc des données de turbidité par exemple, pour faire des corrélations avec les quantités de cuivre qui sont dans l'eau. Okay. D'où l'idée en fait justement d'utiliser plusieurs paramètres pour interpréter. Voilà. Et donc pour revenir à ta question, j'ai un blanc de mémoire, pourrais-tu me la rappeler s'il te plaît? D'où les données que tu as utilisées, toi, okay. Elles venaient directement. Comment tu as fait l'acquisition de ces données? Très bien. Donc c'est justement en collaboration avec les chercheurs, les différents chercheurs que j'ai contactés, notamment en hydrologie et en toxicologie, ici à l'ETS. Voilà que ils avaient déjà des données en fait via des articles qu'on a utilisés pour tester la faisabilité en fait de la chose. Voilà. Par la suite, actuellement, nous sommes en discussion avec certains groupes miniers pour qu'ils nous envoient des batchs d'eau en fait pour optimiser finalement les algorithmes, collecter la donnée et puis optimiser les algorithmes. Voilà. Super. C'est vrai que ce défi Aquahacking, donc je pense Aquahacking, tu as obtenu donc ton projet la 3e place. Oui. Qu'est-ce que ça a changé ce défi peut-être pour toi, pour ce projet? Est-ce que ça a aidé vraiment à l'accélérer? Est-ce que tu as vu des retombées directement à la fin ou c'est plus dans le futur, tu sais qu'il va y avoir plus de conséquences grâce à ce défi? Parce que par exemple pour la visibilité, moi c'est comme ça que j'ai entendu parler de toi. J'ai vu un article donc, de l'ETS qui parlait de ton projet. Donc peut-être ça va te permettre de faire peut-être des partenariats, etc. Oui, absolument. D'abord, j'aimerais inviter sincèrement tout jeune, tout le monde en fait à ne pas hésiter à participer à ces concours. Parce que même si tu n'as pas forcément une ambition entrepreneuriale, tu vas beaucoup y apprendre. C'est de la formation gratuite. On a eu accès à 50 heures de coaching, ce qui n'est pas négligeable. Et moi, dans ma logique, je pense que les jeunes devraient plus s'engager dans la résolution de problèmes importants. Okay. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. On peut, parce qu'on a cet héritage-là de nos pères, on a leur appui et on a aussi accès à la science finalement. Donc je pense qu'on peut réellement en fait, s'engager dans la résolution de problèmes importants et réussir. Concernant le concours Aquahacking, c'est sûr que ça offert une très grande visibilité en plus de la formation auquel j'ai eu accès. J'ai pas mal justement de personnes qui m'ont contacté, que ce soit pour des félicitations ou pour des partenariats ou pour des projets, notamment des projets pilotes dont je t'ai parlé au Burkina Faso. Ouais. Donc c'est vraiment un tremplin finalement, en fait, ce type de concours-là. Super. Et donc maintenant que ce concours est terminé, donc tu l'as dit, tu veux encore continuer à Aquapure Analytics. C'est quoi le futur directement, genre, est-ce que tu travailles dessus au jour le jour? Est-ce que c'est plus quand tu as un peu de temps libre, parce que je sais que tu es aussi occupé avec ta maîtrise? Comment ça s'implante ton quotidien, ce projet? C'est sûr que mes journées sont partagées entre mes études et le développement de la solution, notamment actuellement avec les différentes sollicitations. Il faut poursuivre. Actuellement, nous allons peut-être orienter en fait, les efforts vers le secteur agricole. Okay. Comme je t'ai parlé de la pisciculture, c'est un besoin assez urgent. Ouais. Un peu partout, en fait, que ce soit au Québec ou en Afrique. La production baisse, les agriculteurs, malheureusement, sont affectés par certaines statistiques, notamment en termes de suicide. Désolé de le dire, mais c'est une réalité. Non, dans le monde entier, on voit ça, que c'est de plus en plus dur. Exactement. Donc, c'est un monde définitivement qui a besoin de ce type d'outils-là, en fait, qui va analyser la donnée pour eux, pour leur permettre de prendre de meilleures décisions. Donc, c'est sûr que actuellement, les efforts sont concentrés vers le secteur agricole pour sortir quelque chose de potable d'ici l'année prochaine. Super.
Et sur ce projet, tu es seul à travailler dessus quotidiennement. Je suis sûr que tu as l'appui de ta directrice de recherche ou d'autres personnes. Est-ce qu'à l'avenir, avoir d'autres personnes qui arrivent dessus, c'est faisable? Peut-être des fois le test il pousse pour des projets de fin d'études ou pour des stages des personnes qui peuvent venir. Est-ce que c'est quelque chose que tu es ouvert pour l'instant ou tu n'y as pas encore réfléchi? Oui, oui, je suis absolument ouvert actuellement. Donc là, on essaie déjà de formaliser l'entreprise. Ouais. Je suis aussi à la recherche d'investisseurs et de cofondateurs. Donc, c'est sûr que l'équipe est en consolidation actuellement. Et puis, je suis très ouvert à intégrer d'autres personnes, finalement. Super. Mais c'est peut-être un appel à projet pour des personnes. N'hésitez surtout pas si vous avez des fonds ou une envie de participer à ce beau projet. Aussi, donc, tu parlais donc, avec le ministère de l'Agriculture, des premiers contacts. Ici, donc, nous expliquer comment tu avais réussi à avoir de la donnée ici au Canada. Est-ce que tu as déjà des pistes pour l'acquisition de données au Burkina Faso ou dans d'autres pays ou c'est encore quelque chose qu'il faut mettre en place, que c'est vraiment la genèse du projet? Là, je te pose vraiment des choses sur le futur. Absolument. Mais je trouve ça tellement intéressant, là, comme on l'a dit, le traitement de données, c'est tellement important de nos jours. Est-ce que tu as déjà des pistes ou c'est encore quelque chose à voir? D'accord. Donc déjà, il y a des pistes. Donc, dans le cas du Burkina Faso, en plus de l'agriculture, là, comme on parle de pisciculture, il y a suffisamment de bases de données d'images de poissons, avec les différentes maladies, les signes des maladies. Dans un premier temps, ce qu'on cherche, c'est de bâtir un MVP qu'on va déployer en phase pilote durant 1 an, qui va nous permettre d'acquérir des données spécifiques et d'optimiser finalement les algorithmes. Donc, c'est vraiment une démarche de développement continu, tout simplement. C'est bien, et ce projet-là aussi d'acquisition, il pourra aider aussi à d'autres projets, etc., j'imagine. C'est vraiment super important. En parlant, donc, pour rester un peu plus juste Burkina Faso, pour voir les différences que tu as vues entre le Québec et le Burkina Faso. Donc, ce que j'ai compris, la recherche, tu l'as surtout fait au Québec depuis que tu es ici. Oui. Est-ce que déjà, au niveau, en dehors de ton cercle familial, est-ce que tu voyais dans l'éducation au Burkina Faso un accent mis sur la recherche pour le futur, un encouragement? Au Québec, c'est vraiment très léger de ce que je trouve, en tout cas à l'université depuis que je suis ici au bac. Est-ce qu'au Burkina Faso, c'est quelque chose qui est poussé dans les médias, à l'école, ou pas du tout? Peut-être que tu ne l'as pas vu. Au Burkina Faso, non. Étant donné qu'il y a un problème d'accès à l'emploi déjà, il n'y a pas suffisamment de financement pour la recherche. Ce n'est pas forcément un domaine qui est valorisé. Donc, c'est plus des domaines à accès rapide à l'emploi, comme des formations dans le secteur médical ou bien dans la construction aussi. C'est des industries qui sont très émergentes, très en développement, en croissance au Burkina Faso. Donc, la recherche n'est pas très valorisée. Et que ce soit au Québec ou au Burkina, les gens n'aiment pas faire de très longues études. On s'entend. C'est ça. Donc, voilà. Donc, tout simplement, non. Ok, super. J'ai aussi vu dans ton parcours qu'il y avait un axe sur l'entrepreneuriat également. Donc, tu nous as expliqué ce parcours très scientifique depuis ta jeunesse, etc. À quel moment tu as compris que l'entrepreneuriat, ça allait être quelque chose qui allait être important? En fait, depuis toujours. Parce que depuis très longtemps, j'ai entrepris pas mal de choses. Depuis que je suis tout jeune. Je me souviens par exemple des kermesses à l'école où j'avais des stands de tir. Souvent, j'avais 2 stands même. Je me souviens de plein de choses que j'ai eu à faire durant mon enfance. Donc, c'est quelque chose dans lequel je suis très épanoui. Très épanoui. Et puis, c'est ça. C'est quelque chose qui me fait triper, tout simplement. Super. C'est vrai que dans les études d'ingénierie ou la recherche, on reste beaucoup sur la recherche et moins sur si on développe un projet, moins comment vendre ce projet, comment faire le marketing, comment le développer, comment chercher des investisseurs, comme tu cherchais des cofondateurs. Absolument. Tu as fait une formation donc à part de l'université pour te former là-dessus ou c'est vraiment juste ton expérience qui t'a aidé? D'abord l'expérience, ensuite la passion, l'expérience. Mais il faut dire aussi que j'ai une entreprise qui a bientôt 2 ans, donc une entreprise qui recrute des travailleurs étrangers temporaires, issus notamment d'Afrique de l'Ouest, avec bien entendu un focus au Burkina Faso, parce que c'est l'environnement que je maîtrise, qui aide finalement des professionnels ouest-africains, francophones, à obtenir des emplois ici. Pourquoi? Parce que j'ai un objectif de transfert de connaissances aussi. Je crois vraiment au transfert de la connaissance.
Et j'ai eu une petite expérience dans le secteur manufacturier ici au Québec. Et c'est un secteur très dynamique qui, je pense, peut faire beaucoup pour l'Afrique. C'est pourquoi j'ai initié notamment ce projet-là. En plus des facteurs de pénurie d'emploi, notamment dans certains secteurs comme le manufacturier ici. Voilà. Ouais, super. Donc, et ce transfert de connaissances, et bon, toujours de le rappeler, ça va dans les deux sens. Souvent, on a l'impression qu'on fait venir des personnes ici, qu'on va tout leur apprendre, mais c'est du 50-50. Chacun apporte à l'autre. Absolument. Donc, je suis sûr que eux, comme toi, tu es ici au quotidien, eux sont au quotidien peut-être au Burkina Faso avant de venir, donc ils ont peut-être plus des yeux directement sur ce qui se passe en ce moment même. Totalement. Donc, eux aussi doivent aussi beaucoup t'apporter dans ce travail. Totalement. Et aussi auprès des employeurs, finalement. Parce que j'ai des retours très positifs. C'est d'autres méthodes de travail, c'est d'autres façons de voir les choses. Et c'est enrichissant, finalement, en fait, culturellement pour l'employeur et pour l'employé, pour le travailleur qui arrive ici. Super. Oui. Et je peux avoir un petit point justement sur ton intégration au Québec, peut-être, et les personnes qui viennent. On avait parlé d'un autre épisode avec Jimmy, Ellie et Dwins, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, qui lui donc venait d'Haïti. Mais toi, dans ton cas, est-ce que l'intégration s'est faite facilement ici au Québec? Et même si ça s'est fait facilement, c'était quoi peut-être la plus grosse difficulté? L'emploi, le logement peut-être, les personnes? Donc, je suis arrivé en 2017. En 2017, il n'y avait pas forcément des difficultés en termes d'emploi. Okay. Il n'y avait pas forcément de difficultés en termes de logement. Par contre, la principale difficulté que j'ai vécue, c'est la différence en fait des études. Parce qu'au Québec, ça va beaucoup plus vite. Okay. Ça va extrêmement vite les études ici. Ce n'est pas forcément la même façon d'évaluer. Il fallait comprendre la philosophie d'évaluation des professeurs. Il faut aussi naviguer dans cette complexité administrative-là. Fait que les débuts, tu fais plein de choses, tu comprends ton environnement, tu étudies, c'est pas évident. Donc, c'était principalement ça, les principales difficultés en termes d'intégration. Mais étant donné que je suis issu, entre guillemets, du monde universitaire, on va dire qu'il y a beaucoup d'ouverture quand même, parce que c'est un monde un peu intellectuel. Donc, il y a beaucoup d'ouverture. Donc, les gens étaient très ouverts, finalement, à m'épauler, oui, tout simplement. Ouais, c'est souvent la réponse qu'on a sur l'administration qui peut ne pas aider. Ah, ok. Mais c'est bien, je pense, les travailleurs donc, que tu emploies de West Afrique, tu peux les aider dans toutes ces démarches, leur donner ton expérience. Totalement. C'est vraiment quelque chose qu'on a besoin, une implantation. Souvent, être le premier, c'est difficile. Et après, on peut au moins aider les personnes qui viennent par la suite. Totalement. Et justement, c'est un point d'honneur, en fait, qu'on s'est donné pour l'entreprise. Et à ce propos, on développe une application mobile qui va faciliter finalement l'intégration de nouveaux arrivants. Peut-être on aura la chance d'en discuter lors d'un podcast prochain. Ce serait super. Ce serait vraiment super qu'on puisse parler de ça. Oui. C'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur aussi. Okay. Donc on se focus sur plein de sujets, dont ça, l'intégration des nouvelles personnes qui veulent venir pour les aider à directement être épanouis à leur plein potentiel pour développer les personnes, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on essaie de faire aussi. Okay. Est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils à donner à des jeunes du monde entier, peut-être qui nous écoutent, qui voient ton parcours, qui peuvent s'en inspirer sur ce qui a fait donc, pour l'instant ta réussite, être là où tu es? Qu'est-ce que tu leur dirais? Donc je leur dirais de ne pas se fixer de limites, de ne pas se laisser dicter par autrui ce qu'ils peuvent faire de ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ils sont les meilleures personnes, ou elles sont les meilleures personnes à prendre les meilleures décisions pour eux-mêmes. Et je pense que tout est possible dans la vie. S'il y a des personnes qui sont capables d'aller dans l'espace, c'est qu'elles le sont aussi. Il faut juste trouver les moyens, en fait, d'y arriver. Il faut se fixer des étapes comme des Lego, brique après brique, pour construire la structure. Voilà. Super, je pense que c'est un très bon point. Suivez ce que vous avez faire, votre passion, quand c'est possible. Des personnes, vous avez des ressources un peu partout si vous voulez avoir besoin d'aide. N'hésitez pas à contacter des personnes pour avancer. Totalement. Mais écoute, Jamel, je pense qu'on touche à sa fin pour aujourd'hui. Mais comme tu l'as dit, on se reverra une autre fois pour ton prochain projet. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ton temps, pour tout ce que tu nous as appris. C'était vraiment une discussion que j'ai adorée. Okay. Merci à vous aussi pour l'invitation. Merci pour la discussion. Super. Eh bien, écoutez, merci tout le monde d'avoir écouté. On se retrouve pour un prochain podcast. Bonne journée.